Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce mardi 27 mars. Guy Georges avoue la totalité des assassinats dont il est accusé. Il avoue et demande pardon aux familles des victimes, mais il reste à comprendre pourquoi il a tué. Deuxième journée de galère dans de nombreuses villes hors la région parisienne avec la grève des transports, grève pour la retraite à 55 ans. Tandis que les vétérinaires européens font le point sur l'épizootie de fièvre afteuse, débat sur l'utilité et le coût de la vaccination. Les écologistes allemands mènent une véritable bataille contre l'arrivée de déchets nucléaires retraités à La Hague. Les magistrats maintiennent leur grève pour jeudi, malgré la création annoncée par le Premier ministre de 1200 postes en 4 ans. Cinéma, sortie demain du nouveau film de Pascal Thomas, mercredi, folle journée, et puis ce film est en ouverture du Festival du film de Paris. À la 7e audience, Guy Georges a craqué. Il a avoué les 7 assassinats de jeunes femmes dont il est accusé en répondant à ses avocats. Guy Georges a ensuite demandé pardon aux familles des victimes. À la cour d'assises de Paris, compte rendu Yasmina Farber avec José Boulestex. C'est pas qu'on le savait pas, c'est que enfin ça y est, il reconnaît et on va pouvoir passer peut-être à une autre chose. Enfin... Le sourire de la sœur d'une victime, soulagée d'avoir entendu les aveux de Guy Georges. L'accusé a changé, il arrive le crâne rasé. C'est peut-être un signe. Guy Georges rasé impliquait un changement de comportement, une attitude différente, et en effet, il est passé aux aveux. C'est comme s'il s'était mis à nu après s'être rasé la tête. Ce sont ses avocats qui mettent à nu le tueur en série en ouverture d'audience. Alex Ursulé a une voix à la fois ferme et douce. Pour les sœurs, les mères des victimes, pour votre famille, si c'est vous le coupable, vous avez un poids trop lourd. Guy Georges craque, il pleure. Son avocat égrène les noms des 7 jeunes filles. À la question « L'avez-vous tué ?», il répondra oui, 7 fois. Et depuis hier, nous étions dans le silence, il s'était muré dans le silence. C'était insupportable pour tout le monde. C'était insupportable pour les familles, c'était insupportable pour sa défense. Je sentais qu'il fallait qu'il parle, qu'il se libère de ce poids. Guy Georges n'explique pas ses actes. Il demande pardon à sa famille, aux parents des victimes, à Dieu s'il y en a un. Vous avez fait un grand pas, conclut le président Jacob. J'ai regardé Guy Georges, ses yeux se sont portés sur moi. J'ai articulé « merci » et il a fait un signe de tête. Et en ce moment, je suis sous le coup de ce dialogue qui n'en est pas un. J'ai pu dire merci à l'assassin de ma fille. Mais ça m'est sorti sans que je réfléchisse. Étonnant apaisement de ces familles qui ont aussi écouté Elisabeth, une rescapée. Je me demande si Pascal aimait les fleurs, si Cathy était gourmande, si Elsa avait une couleur préférée, si Agnès aimait lire. Je ne connaissais ni Hélène, ni Magali, ni Estelle. J'ai réalisé qu'elles étaient mes sœurs de sang parce que je sais comment elles sont mortes. Et ce témoin, cette femme, Yasmina Farber, a donné tous les détails de l'agression dont elle a été victime. Oui, c'était vraiment un témoignage qui donnait la chair de poule parce qu'avec extrêmement de précision, Elisabeth a raconté comment elle avait été agressée en juin 95 par Guy Georges. Il s'est introduit dans son appartement, il l'a menacée avec un couteau, il l'a bâillonnée, mais elle a réussi à s'enfuir parce que tout simplement, Guy Georges est allé éteindre une lumière qui était à l'étage, elle a ouvert une fenêtre, elle est partie, elle a couru. Et elle a raconté vraiment cette terreur qu'inspirait Guy Georges, sa force, sa détermination et le fait que l'on pouvait être vraiment cloué, ne pas pouvoir réagir quand il vous agressait. Et c'est un message qu'elle a passé aux familles de victimes. Elle a dit « Moi j'ai eu de la chance, il y avait une ampoule qui était allumée à l'étage, mais les autres n'ont pas eu cette chance. Mais je suis sûre qu'elles ont essayé de s'enfuir, je suis sûre qu'elles ont fait quelque chose. » Témoignage après un début d'audience très impressionnant, je suppose, pour les familles des victimes. Oui, les familles des victimes sont à la fois soulagées, mais elles savent aussi qu'elles vont devoir réentendre les crimes qui ont été évoqués pendant toutes ces journées d'audience, parce que, en fait, on attend à nouveau des explications de Guy Georges. Et ça, c'est une nouvelle étape, c'est un nouveau moment difficile à vivre pour les familles, connaître les détails, mais les détails dans la bouche du tueur en série. Merci Yasmina. Alors après ces aveux et puis 7 jours d'audience, c'est maintenant tout le système de défense de Guy Georges et de ses avocats sur lequel on peut s'interroger. Commentaire Dominique Verdeillan avec José Boulestex.
Faut-il parler d'une défense à géométrie variable? Il y a 3 ans, presque jour pour jour, le 26 mars 1998, durant sa garde à vue, Guy Georges avoue être le tueur de l'Est parisien. Présenté 2 jours plus tard au juge Gilbert Thill, il revient sur ses aveux comme le font de nombreux accusés. Le 21 novembre 1998, devant le même juge, fatigué, là, il avoue à nouveau les 11 crimes qui lui sont reprochés. Alors que le juge Thill clôt son instruction, Guy Georges change de stratégie de défense et part 2 fois d'avocat. Je n'ai rien à voir avec les faits qui me sont reprochés, clame au premier jour de son procès Guy Georges. Les victimes accusent le coup, ce n'est pas une surprise pour elles. Pourtant, le dossier de l'accusation est accablant, les empreintes génétiques en tête. Les avocats de Guy Georges emploient néanmoins le terme innocent. C'est l'écoute à la fois d'une charge et d'une défense, au terme duquel j'espère on verra bien, que ça permettra au jury d'avoir l'intime conviction que cet homme n'est pas coupable des faits qui lui sont reprochés. Vendredi, Guy Georges est au bord de l'aveu. Il ne trouve pas les mots. Ses avocats amorcent un virage à 180 degrés. Contrairement à tout ce qui a été dit, écrit, c'est qu'il n'y a pas de système de défense. 2 jours de réflexion dans sa cellule de la prison de la Santé. Hier, Guy Georges opte pour le silence. Aujourd'hui, pour la demande de pardon. Ce soir, ses avocats assument et justifient le système de défense choisi. Le devoir de l'avocat avant tout, c'est de respecter la position de son client à partir du moment en plus où on avait un dossier qui permettait d'étayer cette position. Ce n'était pas quelque chose d'aussi insensé qu'on a pu nous le faire dire. Étrange procès, étrange défense. Celui qui hier clamait son innocence devrait désormais plaider coupable. La grève des transports urbains dans plusieurs villes a été moins importante qu'hier, mais une vingtaine de villes ont cependant été affectées par cette protestation des chauffeurs de transports en commun désireux d'obtenir la retraite à 55 ans. Et puis comme d'habitude, les usagers ont dû se débrouiller. Commentaire Émilie Lançon. Quand il n'y a plus de transport en commun en ville, on fait autrement et certains trouvent ça formidable. C'est plutôt sympa parce qu'on peut utiliser les voies de tramway. Moi je trouve ça plutôt sympa. Mais à Lyon, comme dans les 11 autres villes privées de transport aujourd'hui, la grève n'est pas du goût de tout le monde. Certains n'ont que leurs pieds pour se déplacer. C'est un peu la panique. J'attends, il y a des perturbations, on espère l'éventuel bus, mais bon, j'y crois pas trop. Je vais essayer de trouver un taxi. Ça va être difficile. Je vais faire du stop, je sais pas, je vais appeler au secours. Et pour ceux qui ont la chance d'avoir une voiture, ce n'est pas forcément mieux, car il faut compter avec les embouteillages. Ça fait 1h30 que je suis partie, j'habite sur Lisieux. C'est vraiment très énervant. Bordeaux, même galère pour les usagers. Au bout du 2e jour de grève, certains commencent vraiment à en avoir assez. Hier, c'est vrai que je me suis démerdé par mes propres moyens, donc j'ai dû prendre le taxi et ça m'a bien coûté 170 francs que je pense qu'ils ne me seront jamais remboursés. Mais si les traminots poursuivent leur mouvement, c'est qu'ils estiment avoir de bonnes raisons. Je suis avec qui que ce soit, mais c'est de réfléchir que quand on a 30 ans, 40 ans, on y passe un peu moins, et quand on attrape 55 ans, on y passe vraiment. 55 ans, c'est précisément l'âge auquel les conducteurs de transports urbains souhaitent partir à la retraite. Je ne me vois pas à 60 ans au volant. Je serai très certainement à 50, 55, 56 ans, je suis au bout du rouleau. C'est tout, je suis... non, là maintenant j'aspire du repos, c'est tout. C'est un métier de plus en plus stressant. Plus l'âge, on supporte de moins en moins les agressions, qu'elles soient verbales, tout. C'est un ras-le-bol quand même de la profession. Ras-le-bol aussi à Marseille. Si le ministre des Transports a promis une réunion en avril sur la question des retraites, ce n'est visiblement pas suffisant pour les traminots. Dans certaines villes, la grève a été reconduite pour demain. Alors faisons le point. Pour demain, la situation est encore incertaine concernant les circulations ou non des transports en commun dans les villes suivantes. Voici d'abord les villes où la grève va cesser, c'est-à-dire à Strasbourg, Montpellier et Clermont-Ferrand notamment. Et puis en revanche, dans les villes en rouge, là, la grève pourrait continuer. Donc de nouvelles perturbations à prévoir. Je vous laisse regarder les noms des villes concernées pour ces grèves demain en rouge.
En Belgique, tôt ce matin, sur la ligne Wavre-Louvain, à 25 km de Bruxelles, 2 trains sont entrés en collision. Il y a au moins 8 morts et 8 blessés graves. Il pourrait s'agir d'une erreur commise par l'un des conducteurs du train. Reportage Agnès Gardet avec Michel Levasseur. 30 ans que ces 2 trains étaient en circulation. Pas de première jeunesse, certes, mais sans problème, dit la direction des chemins de fer belges. Alors que s'est-il passé? Ce matin à 8h40, l'omnibus, avec à son bord une vingtaine de passagers, a percuté sur la voie un train vide en sens inverse. Au début, je pensais que c'était juste un déraillement, parce que on avait l'impression que ça glissait, quoi. Et puis c'est quand je suis sorti que j'ai vu que le wagon était déchiré en 2, quoi. 2 trains qui se chevauchent, c'est dire la violence du choc. Ici, les riverains vivent déjà cet instant comme un traumatisme. On a cassé les fenêtres, on a essayé d'ouvrir des portes pour faire sortir des gens par les échelles. On a fait sortir une petite vingtaine de personnes comme on a pu. Donc, le monsieur là-bas plus loin, il a fait sortir une dame et quand elle est arrivée à terre, elle est morte. Bilan ce soir, 8 morts, 9 blessés dont 3 grièvement et une petite fille qui manque toujours à l'appel. Elle pourrait être coincée là au milieu de cette funeste carcasse. De la tôle seront extirpées également les boîtes noires, précieuses sources d'informations, même si d'ores et déjà le conducteur du train vide est mis en cause. Les systèmes de sécurité normalement étaient en ordre, etc. Mais il se fait que cette personne a pu malgré tout aiguiller son train en passant outre un feu rouge, en passant outre certains signaux qu'on lui avait faits. Un accident qui intervient alors que la Société nationale des chemins de fer belge, la SNCB, tient son conseil d'administration. À l'ordre du jour, les comptes financiers de la société ainsi que l'avenir du rail sur le territoire belge. Cette catastrophe vient rappeler aux dirigeants de la SNCB qu'il leur faudra désormais plus que jamais prendre en compte la question de la sécurité. Ça va un peu mieux pour les victimes des inondations de ces 10 derniers jours. Quelques routes ont pu être rouvertes dans l'ouest. La Seine est en décrue, mais l'Oise reste à la hausse. Commentaire Zindine Boudaoud. À l'ouest, rien de nouveau aujourd'hui. De l'eau, toujours de l'eau, encore de l'eau. Le survol des méandres de la Seine en banlieue parisienne est éloquent. Au bout d'une semaine, le fleuve n'est pas rentré dans son lit. Conséquence, plus de 300 pavillons restent inondés. C'est le cas à Andrézy, dans l'ouest du bassin parisien, où la crue de l'Oise se poursuit. Michel François demeure ici depuis 17 ans, c'est sa seconde inondation. Voilà. Alors on n'est pas prêt de manger dans le jardin, je crois. Impatient, mais il fait face. À l'intérieur de sa maison, la vie s'organise malgré la montée des eaux. Les prises de courant sont fixées en hauteur, les meubles facilement surélevés. Ce marinier à la retraite a presque tout prévu. Je quitte un bateau pour être au sec, puis je me retrouve avec les pieds dans l'eau. Alors, c'est pas grave, parce que ça monte pas très vite, donc on a le temps de s'organiser. Comme en Île-de-France, la situation s'améliore sensiblement dans l'ouest du pays. La Vilaine est depuis ce matin en décrue. Après plusieurs jours d'inondation, l'heure est au nettoyage et aux interrogations. Certains stigmatisent le manque d'entretien des cours d'eau. Pour moi, ces travaux-là ont été faits, bon, on serait beaucoup plus fataliste. Hein. Là, vraiment, on accuserait la pluviométrie. Et là, on peut encore suspecter les deux. Il y a la pluviométrie et le manque d'entretien. 46 départements, 4000 habitations ont été touchées au total par les inondations, selon Daniel Vaillant. Le ministre de l'Intérieur et les autres ministères concernés promettent d'instruire le plus vite possible les centaines de demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Les experts vétérinaires européens ont prolongé jusqu'au 2 avril les mesures d'embargo et de restriction concernant la France dans la lutte contre l'épizootie de fièvre afteuse. Depuis le 27 février, la France a déjà procédé à l'abattage de 46 500 animaux. Mais les difficultés vont se multiplier pour les éleveurs avec la prolongation de cet embargo. Dans l'Aubrac, Muriel Lassaga et Olivier Combe ont recueilli les réactions d'un petit producteur de viande bovine en attente au jour le jour d'une levée de cet embargo. Bien sûr, on dit que c'est un beau pays. L'Aubrac, la terre des aïeux de Sébastien, le seul endroit où il veut vivre, survivre comme il dit, avec son petit troupeau de vaches. Ça fait longtemps qu'on survit, donc qu'est-ce qui pourrait vraiment me faire relâcher? Je crois que si on venait m'abattre le troupeau, mais je ne crois pas que je partirai, je resterai quand même à la maison. Vivre au pays, c'est presque devenu un luxe. L'embargo maintenu, les veaux, des broutards qui devaient être exportés vers l'Italie, resteront bloqués ici.
Sébastien s'est spécialisé dans cette filière à l'export, comme des centaines d'éleveurs aveyronnais. Avec les bêtes qu'on a en plus, les veaux, vous voyez encore, c'est 9 veaux qui ne sont pas partis. Proportionnellement à la taille des élevages, c'est sûr qu'il va manquer du foin. Les problèmes s'accumulent, mais pour l'instant, Sébastien ne peut pas compter sur les aides de l'État débloquées pour la crise de l'ESB. L'argent n'est pas encore arrivé, il manque cruellement. Ça ne peut même pas se mesurer, la perte. Déjà, la crise n'est pas finie. Donc il faudrait faire les pertes quand la crise sera finie. Mais la crise se finira quand? Quand il n'y aura plus de bêtes. En attendant, les veaux continuent de naître. La nature ne connaît pas les lois de l'économie de marché. Sébastien, lui, garde une lueur d'espoir. J'attends vraiment qu'on considère vraiment ces petits paysans qui ont leur utilité par rapport à l'environnement, parce que la taille de leur exploitation est une taille humaine. Certains éleveurs ne partagent plus ce sentiment. Sur ces landes de terre, le bruit court que l'un d'entre eux a tenté de se suicider. Jean Glavany n'exclut toujours pas, a priori, le recours à la vaccination, mais il considère cette solution comme catastrophique sur le plan économique en matière d'exportation. C'est l'une des explications officiellement, régulièrement avancées pour justifier la non-vaccination systématique. Commentaire Benoît Thévenet avec Florent Muller et Sylvain Daubin. La fièvre échauffe les esprits. Les éleveurs néerlandais réclamaient ce matin une politique de vaccination à grande échelle. Mais pour l'instant, les Pays-Bas se contentent d'une vaccination dite en anneau. Seuls les troupeaux situés autour de 2 foyers ont été vaccinés en attendant d'être abattus. C'est cette mesure qui pourrait prochainement être utilisée en Grande-Bretagne, où il devient difficile de faire face au nombre d'animaux à abattre. La vaccination globale semble pour l'instant plus qu'improbable. Il faudrait immuniser en Europe 300 millions de bêtes. Le vaccin n'est efficace qu'au bout de 15 jours et un rappel est ensuite nécessaire tous les 6 mois. Enfin, pour éradiquer la maladie, la vaccination devrait être appliquée à tout le cheptel. Des animaux qui sont vaccinés et qui ont donc des anticorps résultant de la vaccination peuvent être, pour certains d'entre eux, pas tous, mais certains d'entre eux, porteurs de virus et à l'origine accidentelle de foyers s'ils sont mis en contact avec des animaux non vaccinés contre la fièvre afteuse. Si on raisonne sur un plan strictement économique, le vaccin n'est apparemment pas un bon calcul. La dose par animal coûte environ 5 francs. À cela, il faut ajouter le coût de l'arrêt des exportations pendant 2 ans minimum. Rien à voir, selon les experts, avec les sommes engendrées par l'abattage et l'indemnisation des éleveurs. Le coût des abattages, c'est évidemment très cher, des centaines de millions pour indemniser les éleveurs. Mais si on vaccine, ce sera des dizaines de milliards qui seront perdus sur les marchés extérieurs. Sans compter les milliers d'emplois qui seraient ainsi menacés. D'autant que l'Europe exporte chaque année 1 200 000 tonnes de porc et 750 000 tonnes de bœuf, en majorité vers la Russie, l'Égypte et le Japon. L'Union européenne, premier exportateur mondial de viande, entend bien le rester. Et pour les Pays-Bas, l'embargo est maintenu jusqu'au 6 avril. La Grande-Bretagne a demandé le droit de procéder à des vaccinations aux autorités européennes. C'est Tony Blair qui l'envisage, tandis que l'on croit maintenant connaître comment est entré le virus en terre anglaise. Correspondance Laurent Boussier, Sten Rosenlund. Il aura donc fallu à peine plus d'1 mois d'enquête aux autorités britanniques pour savoir et comprendre comment le virus de la fièvre afteuse a été importé dans le pays. Selon un rapport officiel repris ce matin par le Times, c'est une cargaison illégale de viande infectée en provenance d'Asie et destinée à un restaurant chinois du nord de l'Angleterre qui en serait responsable. Les résidus, les déchets de cette viande infectée et avariée auraient ensuite servi à nourrir des cochons dans cette ferme à Haydon-on-the-Wall. Une ferme identifiée par les vétérinaires du gouvernement comme étant le point de départ de l'épidémie. En réaction, le ministre de l'Agriculture annonçait cet après-midi à la Chambre des communes l'interdiction de nourrir les cochons avec des restes alimentaires. Pendant ce temps-là, dans le district de Cumbria, des soldats continuaient à déverser des milliers de carcasses d'animaux dans cette immense fosse creusée sur une ancienne base militaire. Dans quelques semaines, c'est 500 000 moutons qui devraient être enterrés ici. Mais malgré toutes ces mesures, l'épidémie n'en finit pas de gagner du terrain. Alors ce matin, pour la première fois, le Premier ministre anglais a évoqué une possible vaccination du bétail. Même si aucune décision définitive n'a été prise, le simple fait de parler de vaccination est un retournement spectaculaire dans la politique de lutte contre l'épidémie de fièvre afteuse. Jusqu'à présent, pour des raisons commerciales, le mot d'ordre était « pas de vaccination ».
Mais devant l'ampleur de l'épidémie, Tony Blair lui-même a dû avouer que ce qui était impensable il y a plusieurs jours devait maintenant être envisagé. En Allemagne, les militants antinucléaires ont depuis longtemps l'habitude d'utiliser les grands moyens contre tous les convois de déchets retraités. Le convoi venu de La Hague vers le centre de stockage de Gorleben n'échappe donc pas à leurs actions de harcèlement, malgré d'énormes mesures de sécurité. Correspondance Patrice Romden avec Robert Schramm. Pendant que Castor va son train, il s'avère que le problème est moins de traverser l'Allemagne que d'arriver à bon port, de parcourir les ultimes kilomètres où se concentrent les stratèges du harcèlement. Ils ignorent les horaires et ont des ressources. Au matin, les plus chevronnés jouent les acrobates sous un pont et narguent la police. Les autres nous réservent le bon vieux sitting, l'arme nucléaire des pacifistes. C'est très dangereux. Alors pour ça, nous sommes là. On n'arrêtera pas le convoi, mais chaque signe que l'on peut donner est une bonne chose. Voulez-vous partir de vous-même ? Interroge le policier avec une courtoisie teintée d'agacement. En général, pour toute réponse, il encaisse un silence ou un ricanement. Va pour la méthode forte. Un à un, les manifestants rejoignent un train reconverti en panier à salade. Pour les escorter, parfois 2 hommes, parfois 5. Le chauffeur, lui, a tout son temps, il est aux ordres. Quand la voie est dégagée d'une dizaine de mètres, il avance d'autant. Chacun de nous aimerait bien faire autre chose, mais nous avons pour mission de faciliter l'arrivée du train. Cette jeune femme rappelle à la police qu'elle doit respecter la loi et ne pas blesser les manifestants. Ensuite, elle va se rasseoir avec ses camarades sur la voie ferrée, où la loi, justement, ne va pas tarder à la rattraper. De France ou d'Angleterre, les Allemands ont encore quelques 160 conteneurs à rapatrier. À ce rythme-là, c'est-à-dire au mieux 12 conteneurs par an, les antinucléaires peuvent espérer s'amuser encore une bonne dizaine, voire une quinzaine d'années. 2 attentats aujourd'hui à Jérusalem au lendemain de la mort d'un enfant juif à Hébron. C'est peut-être une radicalisation de l'intifada lancée en septembre dernier. La voiture piégée qui a explosé cet après-midi à Jérusalem était un attentat suicide. Reportage de notre envoyé spécial Anne Poncinet avec Alain Grégo. C'est un attentat suicide. Le kamikaze portait la bombe à la ceinture. Il l'a peut-être activée au passage du bus car l'explosion a eu lieu à l'extérieur du véhicule. L'homme est mort. Il y a 31 blessés légers et un blessé grave parmi les voyageurs. C'est le 2e attentat de la journée à Jérusalem et cet après-midi, sur les lieux, le maire de la ville, de même tendance politique que Ariel Sharon, présumait que ce ne serait pas le dernier. Nous sommes en état de guerre et je pense que nous devons en être conscients. Nous devons être forts et rester unis contre cela. Ce matin, c'est une voiture piégée qui a explosé dans un autre quartier, blessant légèrement 3 personnes. Les 2 attentats ont été revendiqués par le djihad islamique. Hier déjà, l'émotion était vive après la mort d'un bébé israélien que les secouristes tentent ici de réanimer en vain. Fille d'un colon de Hébron, blessé en même temps qu'elle, l'enfant a, selon les Israéliens, été touché à la tête par un tireur d'élite. Immédiatement, l'armée israélienne a répliqué à l'arme lourde contre le quartier palestinien voisin, blessant au moins 7 personnes. Mais pour les 400 colons qui vivent à Hébron, retranchés au milieu de 100 000 Palestiniens, au prix d'une très forte présence militaire, ce n'est pas assez. Ce matin, ils manifestaient leur hostilité aux militaires eux-mêmes qui accompagnaient la presse. Car ces colons exigent que l'armée réoccupe le quartier arabe voisin actuellement sous contrôle palestinien. Ils affirment qu'ils n'enterreront pas la petite fille avant. Mais jusqu'à présent, l'armée est restée sur ses positions et les affrontements étaient limités cet après-midi à Hébron. 2 attentats et la mort d'une enfant, c'est beaucoup pour l'opinion publique israélienne. Le gouvernement actuel sait qu'il a été élu pour un retour à la sécurité. La question est maintenant de savoir s'il va se sentir obligé de réagir et comment. Et pendant ces violences, aujourd'hui, à Amman, en Jordanie, s'ouvrait un sommet arabe en présence de Yasser Arafat et du président syrien Bachar al-Assad, qui a tendu la main à Arafat et aux Palestiniens. À Amman, pour France 2, Charles Anderlin. Dans le café de la Ligue arabe, en plein centre d'Amman, les clients ne prêtent pas beaucoup d'attention au sommet du même nom.
Cette réunion de dirigeants arabes ne sert à rien. La Palestine ne sera libérée que par la lutte armée et personne ici n'est prêt à se battre. Le sommet ne contribuera pas à la cause palestinienne. Même le discours très dur de Bachar Assad, le président syrien, n'émeut pas outre mesure. Il a qualifié la société israélienne de nazie, de raciste. C'est la rue israélienne qui a porté Sharon au pouvoir. Il ne faut pas, a-t-il dit, lui donner une chance pour que d'autres Arabes soient tués et d'assurer que la Syrie mettait ses cartes à la disposition des Palestiniens. Yasser Arafat, lui, a accusé Israël de vouloir tuer le processus de paix. Il a lancé un appel à la reprise de la négociation. Au-delà de cette rhétorique, les projets de résolution ne prévoient pas de mesures très concrètes, si ce n'est une nouvelle aide financière aux Palestiniens. Mais le sommet se termine demain soir et une opération israélienne en territoire palestinien au cours des prochaines heures, après les attentats de la journée à Jérusalem, une opération israélienne pourrait amener les dirigeants arabes à durcir le ton. Comme prévu, après les résultats des élections municipales et le départ de deux ministres, Louis Besson et Dominique Gillot, élus à Chambéry et à Éragny-sur-Oise respectivement, Lionel Jospin a procédé à un petit remaniement. Paulette Guinchard-Kunstler, députée du Doubs, est nommée secrétaire d'État aux personnes âgées et personnes handicapées, et Marie-Noëlle Lienemann, députée européenne, est nommée secrétaire d'État au logement. Cet après-midi à l'Assemblée nationale, Lionel Jospin prononçait une véritable intervention de rentrée politique. L'opposition, plutôt en verve après les résultats électoraux, connaissait cependant un trouble avec le départ de François Fillon de la direction du RPR. Au Palais Bourbon, reportage Philippe Boissry, André Issora. Cet après-midi, à l'Assemblée nationale, il y avait un petit air de rentrée des classes. Après un mois et demi de vacances à la campagne municipale, chacun se retrouvait, les élus comme les battus. À gauche, où l'on avait beaucoup rêvé de décrocher les encouragements, on essayait de tirer les leçons de l'avertissement. J'espère et je souhaite que le gouvernement se rende compte du message qui a été envoyé au municipal, notamment par tous ceux qui sont abstenus dans les quartiers populaires, dans la jeunesse, dans le monde du travail. Leçon parfaitement comprise par le Premier ministre. En 4 minutes 30 d'intervention, il prononce 8 fois le mot populaire, tout en défendant un bilan encore plein de projets. Nous allons naturellement poursuivre cette politique de baisse fiscale, par exemple, sur la TVA, c'est-à-dire qui touche plus directement les milieux populaires, sur la taxe d'habitation, sur la prime emploi jeune. Nous allons poursuivre cette politique dans les mois qui viennent. À droite, on a cherché bien sûr à marquer son avantage. Question acerbe à Lionel Jospin sur ses atermoiements quant au cumul des mandats et mise à la question des ministres battus. Mais on en est resté là car dans le même temps, il fallait régler ses propres soucis. Le matin même, Michel Alliot-Marie avait reçu la démission de toutes ses fonctions au sein du RPR de François Fillon. Je crois que le RPR doit donner des signes très forts d'union. Je constate que ces signes d'union n'arrivent pas et qu'au contraire, nous donnons plutôt des signes d'autosatisfaction et de repli sur nous-mêmes. Une discorde qui a contraint les députés RPR à la plus grande discrétion, à l'image d'un Jean-Louis Debré qui, malgré ses bons résultats électoraux, a préféré pratiquer l'école buissonnière. Et puis en fin d'après-midi, le Premier ministre s'adressait directement aux élus socialistes et aux membres du Conseil national du Parti socialiste, Javid Imbert. Oui, et l'objectif pour le Parti socialiste, évidemment, c'est de faire savoir qu'il a entendu le message des électeurs. Une trentaine de villes perdues dans ces municipales, c'est un sérieux avertissement. Tout le monde le reconnaît ici, du simple militant au ministre présent à ce Conseil national. Et puis, on l'a dit, il y a cette très forte abstention dans les quartiers populaires, dans les milieux populaires qui sont les bases traditionnelles de la gauche. C'est donc vers ces classes populaires que va s'orienter maintenant la politique du gouvernement. Tout le monde en est conscient, à commencer donc par Lionel Jospin qui assiste ce soir à ce Conseil national. Le tout, c'est de savoir comment on va réorienter cette politique, car les marges de manœuvre ne sont pas énormes. Alors il y a l'augmentation du SMIC, elle est traditionnelle, elle interviendra au mois de juillet. Il y a cette prime pour l'emploi qui va être mise en place dans les prochaines semaines. Et puis il y a un autre projet qui sort des cartons du Parti socialiste. Il s'agit d'une allocation formation pour les jeunes en recherche d'emploi. Jusqu'à présent, le gouvernement n'était pas très chaud pour la mettre en place. Et bien là, il semblerait que cette allocation formation pour les jeunes en recherche d'emploi soit mise en place dans les prochaines semaines. De toute façon, on en saura plus samedi, car samedi, Lionel Jospin réunit tous ses ministres en séminaire. Ce sera en quelque sorte le deuxième acte du recadrage de sa politique imposée par les urnes. Merci Jeff. La commission d'instruction de la Cour de justice de la République va enquêter sur le rôle de Michel Sapin, ministre des Finances au début des années 90 et actuel ministre de la fonction publique, et ce pour le dossier de l'affaire du Crédit Lyonnais.
À l'hôtel Matignon, le Premier ministre recevait ce matin le président de l'Union syndicale des magistrats, USM, et son homologue du syndicat de la magistrature. M. Jospin annonce la création de 1200 postes de magistrats d'ici 4 ans pour un engagement budgétaire d'1,5 milliard de francs, et puis quelques 600 postes de greffiers pourraient également être créés d'ici 2005. Mais les magistrats observeront quand même un mouvement de grève jeudi pour réclamer de meilleurs moyens pour l'administration de la justice. Concrètement, cela se voit. Celles et ceux qui ont en charge l'appareil judiciaire en ont besoin de ces moyens. Alors nous avons choisi l'exemple d'un tribunal d'instance dans le 18e arrondissement de Paris. C'est la justice ordinaire qui se débat dans un encombrement de dossiers. Reportage Valérie Hermite avec Marine Vincent. Mairie du 18e arrondissement de Paris. Au détour d'un couloir, le tribunal d'instance. L'audience est ouverte. Je vais appeler des personnes. Alors écoutez bien, vous êtes... Une justice peu médiatisée, peu valorisée. Celle pourtant à qui a affaire la majorité des citoyens. Bon, ça peut être alors le 5 avril. Loyers impayés, tutelle, expulsion ou encore problème de crédit. De quoi s'agit-il ? Tous les contentieux de la vie courante, de la vie tout court. Donc vous, votre position est claire. J'avais jamais entendu parler de cette personne, de véhicule, de... La justice du quotidien, la justice au quotidien. Après 4 mois d'attente pour les justiciables, des affaires jugées en 5 minutes par des magistrats submergés de dossiers. On en a un peu marre, si vous voulez. On fait de notre mieux vis-à-vis des gens. Je pense que les gens le savent. Il n'y a pas, entre guillemets, de révolte. Ils savent que la justice manque de moyens, que le service public de la justice est trop lent. Et moi, effectivement, j'en ai marre. Marre de faire du chiffre. 8500 décisions à rendre par an, à se partager entre 3 magistrats et 9 fonctionnaires. Après les audiences, il faut rédiger les jugements. Toujours plus de jugements. On est obligé, par le nombre, par la pression des affaires, de faire une gestion de flux. Et alors, ça s'en ressent à la fois dans la rédaction et dans les conditions dans lesquelles on rédige, mais aussi à l'audience. Et c'est vrai que ça ne doit pas être facile pour un justiciable. S'il vient, par exemple, pour un contentieux d'expulsion, c'est quand même un événement principal dans une vie, de voir son affaire jugée en 5 minutes. Il y a 2 ans, l'ensemble du tribunal d'instance du 18e a craqué. Un juge a jeté l'éponge et faute d'effectifs et de place, des dossiers se sont même égarés. Les juges d'instance ne demandent pas la lune, ils demandent, comme les autres, d'avoir les moyens de rendre justice. Et puis concernant la justice commerciale, la réforme en cours des tribunaux de commerce actuellement, composée de juges élus bénévoles et issus des milieux économiques, cette réforme a bien du mal face au mouvement de protestation des juges en place. La ministre Marie-Lise Lebranchu a accepté d'amender quelque peu la réforme, mais la grève des tribunaux de commerce pénalise de nombreuses entreprises. Vous voyez le reportage de Loïc Delamornay, Olivier Robert et Alexandre Delaval. La manifestation est restreinte mais symbolique et cette centaine de personnes, victimes des tribunaux de commerce, est venue mettre un dernier coup de pression sous les fenêtres des députés avant le vote de la réforme. Tous les gens qui sont là viennent de toute la France. Ils sont responsables d'associations, de syndicats. Ils se sont construits à partir de leur histoire. Et puis comme ils se sont aperçus qu'il y avait une telle casse d'entreprises, 600 000 quand même en 10 ans, je veux dire qu'ils se sont dit en adultes responsables, il y a quelque chose à faire. N'importe quel Pékin peut être président de tribunal. Non mais attendez, ça rime à quoi tout ça? C'est des gens incompétents. À la suite d'un sévère rapport parlementaire sur les dysfonctionnements de la justice commerciale, un projet de loi a été déposé. Il a suscité la colère des tribunaux de commerce, en grève depuis 1 mois et demi. Point majeur, la réforme introduit un juge professionnel et qui plus est le président aux côtés des juges bénévoles. Il sera même possible au cours d'une audience de faire remplacer un juge bénévole si l'on a des doutes sur son impartialité. Enfin, une formation de ces juges à l'École nationale de la magistrature devient obligatoire. Cet après-midi, à la demande du gouvernement, une partie du texte a été amendée par les députés, limitant la mixité des juges aux seules procédures collectives comme les faillites. Mais après 1 mois et demi de grève et de dossiers bloqués, les tribunaux de commerce ont fait d'autres victimes. Exemple dans cette PME. En difficulté, elle avait trouvé un repreneur, de nouveaux financements, les emplois étaient sauvegardés. Mais faute de quelques signatures et d'une autorisation du tribunal de Créteil, en grève, tout a capoté, 25 personnes licenciées. Si le tribunal de commerce avait signé l'ordonnance qui lui a été présentée le jeudi 8 mars, effectivement la société pouvait redémarrer dès le lundi matin avec les mêmes employés, le même matériel et un nouveau patron. D'autres entreprises en France ont subi le même sort. Aucun tribunal en grève n'a mis en place une cellule pour les dossiers les plus urgents.
Cinéma, sorti demain sur les écrans de Mercredi, folle journée. C'est le titre d'une comédie de Pascal Thomas, une journée folle où parents séparés et enfants se croisent sous le ciel de Nantes. Avec Vincent Lindon et Alessandra Martinez, une chronique familiale plutôt tendre. Présentation Marie-Jo Jouan. Mais où sont donc les parents le mercredi lorsque les enfants sont livrés à eux-mêmes? Occupés ailleurs, englués dans leurs soucis, comme Martin, père divorcé, qui n'a pas vu sa fille depuis 6 mois. C'est un de ces mercredis qu'ils vont se poursuivre, s'égarer, puis se retrouver, faire connaissance quoi. Martin, personnage central, menteur, joueur, mais tellement charmant. C'est ces hommes que vous aimez beaucoup, vous les femmes. C'est-à-dire l'homme, on dîne avec sa copine, on fait oh, je peux pas savoir, il est génial. On s'ennuie jamais avec lui, il y a toujours un truc, il se passe toujours un truc, c'est génial. Et puis donc vous tombez amoureuse de ce genre d'homme, en règle générale. Hein. Et puis une fois qu'on s'installe avec lui, vous passez 20 ans à essayer de le changer, parce que c'est l'enfer, il y a toujours des copains à la maison, il vide pas la machine. Viens Victoria. Comme dans Les maris, les femmes et les amants, Pascal Thomas entrecroise les destins de ses personnages, plus d'une centaine, dont beaucoup d'enfants, mercredi oblige. Il y a l'Amsterdam pour ça. Si tu traînais pas toute la nuit, si tu menais une vie plus saine, ça te paraîtrait moins lourd. Et ta voiture? Elle a disparu ta voiture. Tu l'as jouée, c'est ça? Les films qui se passent en une journée, comme ce film, Mercredi, folle journée, ça compresse. Il faut se dépêcher. C'est un film qui est sur la longueur d'une journée, donc le film, le rythme est plus rapide. Il y a beaucoup de choses. Et si on en fait le plus possible dans cette journée. Mon pauvre papa, tu dois dire que je suis méchante. Mais non, c'est pas méchant. C'est une enfant. Les enfants, c'est pas méchant? Enfant-femme, homme-enfant, une chronique familiale qui brouille les pistes et où l'on finit par se demander, le jeudi matin, dans quel état les enfants vont nous rendre les parents. Ça ne veut pas dire que ce soit pas gentil. Mais tu sais, les enfants, ils font jamais de mal. Ils peuvent faire du mal, mais pas de mal. Allez, mange tes fraises. Tu fais goûter? Oui. Hein? Voilà. Voilà, Mercredi, folle journée est présenté ce soir en avant-première pour l'ouverture du Festival du film de Paris. Nous arrivons à la fin de cette édition. Je vous rappelle 2 actualités que nous avons développées. Tout d'abord, les aveux de Guy Georges. Guy Georges a avoué la totalité des assassinats dont il est accusé. Il avoue et demande pardon aux familles des victimes, mais il reste maintenant à comprendre pourquoi il a tué. Ce sera pour les audiences à venir. 2e journée de galère dans de nombreuses villes, hors la région parisienne, avec la grève des transports, grève pour la retraite à 55 ans. Il restera encore des mouvements de grève demain dans plusieurs villes en France. La météo dans quelques secondes avec Patrice Drevel. Le dernier journal à minuit et demi avec Laurence Piquet. Demain à 7h50, Gérard Morin recevra Jean-François Mattei, le président du groupe Démocratie Libérale à l'Assemblée Nationale. À 13h, vous retrouverez avec plaisir Gérard Rolls. À demain 20h. Bonsoir. Merci.